Donc avec une présentation sur Édouard Fixary qui va être faite par Christian Wagner, qui est donc le président de l'association du musée de l'Ifol-le-Grand. Alors, Charles-Édouard Fixary, suivante. Suivante. Je vous ai dit, c'est la version longue. Alors, Charles-Édouard Fixary, de son nom Fitz Harris. Alors, la famille est originaire de Norvège. Elle s'est installée en Normandie, en Irlande. Et en Irlande, la famille prend le parti, dans les années 1680, de Jacques II. Ils appartiennent aux Jacobites. Bon. Les partisans de Jacques II Stuart, le roi catholique. Les Jacobites subissent une défaite dans les années 1680. Et Fitz Harris s'installe en France, en Lorraine, terre catholique par excellence. Suivante. Alors, la famille Fixary, elle est Folle-le-Grand. La famille déjà s'installe en Lorraine, en Moselle, et tous les Fixary sont originaires de Moselle. Voilà. Fitz Harris a donné Fixary, qui se termine par un I, par un Y ou IS. Et en fait, ils sont originaires donc de Moselle. Il y a une branche qui s'installe à Aigremont, en Haute-Marne, pardon. Et une branche qui s'installe ensuite à l'Ifol. Alors Charles-Joseph, c'est le père de Fixary. Alors Fixary, on pensait jusqu'à une date récente qu'il n'avait pas eu d'enfant. En fait, quand il s'est installé en Amérique, aux États-Unis, il a eu 2 enfants, 2 fils. C'est Patrice Fixary, qui habite actuellement dans le sud de la France, qui m'a donné l'information il y a quelques mois. Voilà, suivante. Alors notre Charles-Édouard, c'est la seule photo qu'on connaît. Suivante. Alors, Fixary, le père, Charles-Joseph, pardon, habitait l'Ifol, place Fixary, qui ne s'appelait pas place Fixary à l'époque, bien entendu. Il était roulier. Alors, roulier, c'était un métier, c'était du transport, voilà, en charrette. Ce qui fait que Charles-Joseph faisait du transport entre la Lorraine, un des produits de Lorraine, principalement faïence, vers le port du Havre, où il apportait des produits qui venaient des colonies. Voilà. Je le dis parce que Fixary, probablement, a voyagé avec son père. Il a fait le grand pas, il est allé aux États-Unis. Donc pour lui, traverser l'Atlantique, c'était pas vraiment un problème, puisque son père était en relation avec des marchands des États-Unis. La maison de Fixary existe encore. À côté de cette maison, il y avait tout un ensemble d'écuries, d'étables, etc., qui servaient de lieu de stockage pour les charrettes de Charles-Joseph, qui faisait le roulage, à l'emplacement, pour les Lifolois, de l'école maternelle actuelle. Suivante. Alors voilà l'acte de décès de Fixary, 1888, qu'on a retrouvé il y a quelques années, parce que quand la commune voulait donner le nom de Fixary au collège, on ne savait même pas à quelle date il était mort. Alors, je suis allé en fait aux archives de la ville de Paris, où tout était encore microfilmé à l'ancienne, c'était pas numérisé. J'ai passé une petite journée et j'ai retrouvé quand même la date de décès de Fixary. Suivante. Alors les usages de la glace, parce que j'ai oublié de vous dire quand même l'essentiel, Fixary c'est le régional de l'étape, comme on dit au Tour de France, mais Fixary avant tout c'était un fabricant de machines à produire du froid. Alors le froid on l'utilise comment? Alors il y a les usages alimentaires, suivante, les usages thérapeutiques. Alors si vous avez regardé le mondial de rugby, hein, quand il y a un plaquage un peu violent, l'entraîneur ou le médecin vient avec un peu de glace pour guérir les 120 kilos qui ont été endommagés. Usage de confort. Et puis les usages industriels, hein, parce que le 19e siècle, le siècle de Fixary, c'est aussi le siècle de la révolution industrielle, dont Jean-Pierre Doyen m'a beaucoup parlé quand j'étais en première au lycée Lapic il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Alors, les usages de la glace. Suivante. La glace au 19e siècle, avant d'être produite industriellement, elle était récoltée comme un produit naturel. Alors en France, on récoltait la glace des Alpes ou des Pyrénées. Alors si vous récoltez encore de la glace dans les Pyrénées, vous avez de la chance. Réchauffement climatique oblige. Alors on récoltait beaucoup de glace dans le glacier des Bossons, dans les Alpes, mais le grand pays producteur de glace naturelle, c'était les États-Unis, en particulier le cours de l'Hudson, alors qui passe à New York. Alors j'ai mis une petite gravure d'illustration. C'était de la récolte pure et simple. On attendait que la glace ait environ 20 cm d'épaisseur. On passait avec une petite charrue, on faisait des entailles de 3 cm à chaque fois, et on récoltait des blocs de 1 mètre carré qui étaient mis dans des glacières, qui se trouvent à droite de la gravure. On peut y aller? Voilà. Alors ils étaient montés au harpon, montés sur une espèce de tapis roulant.
Et il pouvait se conserver à peu près 2 ans. Et d'après les sources, cette glace était exportée dans les Antilles et jusqu'en Australie. Voilà. Bon, donc la glace pouvait quand même se conserver. Suivante. Alors il y avait aussi des glacières privées, des glacières publiques. On va passer assez vite. Chaque château avait sa glacière, évidemment. Alors, la révolution industrielle comme stimulant de la fabrication à la fabrication de machines frigorifiques. Excusez pour la faute d'orthographe. Alors, le 19e siècle, c'est le siècle de l'urbanisation. Suivante. On a des besoins accrus en matière de confort et d'alimentation. Les gens veulent... alors, un des procédés de conservation alimentaire, c'était le séchage, le fumage ou le salage. Alors, nouveau procédé de conservation des aliments au 19e siècle, c'est aussi le froid. Des besoins dans l'industrie agroalimentaire en particulier. Alors, surtout l'industrie de la brasserie. Suivante. Et puis, ce qui a donné l'aiguillon du progrès aussi, c'est la tradition industrielle de la France. La France, même si elle n'était pas à la pointe de la fabrication de machines à vapeur, c'est les Anglais qui nous ont appris à fabriquer la machine à vapeur, comme ils nous ont appris dans les années 50 à faire la bombe atomique, ça ne faut pas l'oublier. Il y avait un savoir-faire quand même au niveau français, notamment dans la fabrication de pièces mécaniques, ce qui est quand même important, pistons, bielles mobiles, etc. Voilà. Et qui ont été réutilisés pour fabriquer les compresseurs à froid, qui produisaient du froid. Suivante. Et le courant hygiéniste, évidemment, parce que la glace artificielle, c'était un moyen de produire de la glace pure, parce que vous doutez bien que la glace de l'Hudson ou la glace de la Bièvre, vous savez, la Bièvre, c'est la rivière qui jette dans la Seine à Paris, n'était pas franchement de grande qualité sanitaire. Il y avait tous les virus, les microbes qui se mettaient dedans, et quand on dégelait la glace, ces virus, ces microbes, on les consommait. Suivante. Alors le principe de base, je suis désolé de vous infliger ça, on va aller assez vite, je vais vous montrer sur le croquis, parce que l'heure avance. On va montrer sur le croquis. Voilà. Alors, il faut partir du compresseur. Voilà, le compresseur Fixari. On compresse un gaz. Alors, au départ, c'était du gaz de l'air comprimé. Fixari utilisait du gaz ammoniaque. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le compresseur, le gaz est compressé, il va dans le liquéfacteur. Voilà. Donc c'est chaud entre le compresseur et le liquéfacteur qui se trouve à votre droite. Voilà. Ensuite, le gaz est détendu, le liquide est détendu. Il passe ensuite dans le réfrigérant, et revient au compresseur. Alors tout fonctionnait en circuit fermé. Suivante. Alors, quel frigorigène employé? On va aller assez vite, il y en a plusieurs. Il y a l'air comprimé, suivante. Alors, les gaz volatiles, suivante. Alors, l'éther méthylique, le chlorure. Alors, problème de l'éther méthylique, ils sont inflammables. Suivante. L'acide sulfureux, le problème, c'est que dans l'acide sulfureux, ça se transforme en acide sulfurique. Donc, la mécanique était fichue. Et surtout, les gaz liquéfiables, c'est l'ammoniac, qui a été principalement utilisé. Suivante. Alors, différentes machines à produire du froid. Suivante. Voilà, alors on va passer assez vite, ça c'est la machine à air comprimé, on passe assez vite, c'est le premier modèle. Je vous dis, c'est la version longue. Suivante, machine à vaporisation. Alors voilà, la machine de Tellier, j'ai pas de pointeur. On reconnaît à gauche le compresseur, au milieu l'espèce de fond d'eau, le liquéfacteur, et ensuite la petite machine à droite, c'est le réfrigérant avec le détendeur par-dessus, et les tuyaux, retour à la case départ. Alors le compresseur ne fonctionnait pas tout seul, vous avez un volant à gauche, puisqu'il fallait coupler le compresseur à un moteur, parce que le compresseur lui-même ne fonctionne pas. Donc il fallait un moteur, une machine à vapeur, qui fonctionnait au charbon ou plus tard à l'électricité. Suivante. On va passer ça. Voilà. Voilà, on reconnaît le réfrigérant devant. Alors là, c'est une machine pour fabriquer des moulots de glace. Ah, merci pour le pointeur. Les moulots de glace que vous voyez. Je ne suis pas doué. Bon, vous voyez à droite. Voilà, un moulot de glace. Le petit rectangle blanc. Suivante. Alors, on va passer ça. Suivante. Voilà. Alors, Fixari est le nouveau monde, parce que, comment Fixari a acquis toutes ses connaissances? Fixari n'était dans aucune école d'ingénieur, c'était un autodidacte. Alors, je vais faire des recherches dans les annuaires des différentes écoles d'ingénieurs. Personne, pas de nom de Fixari. En fait, Fixari, il a fait ses premières armes aux États-Unis. Parce que, suivante. Voilà.
Suivante. Voilà, André Bull. Alors c'est un Alsacien qui est né en 1831 à Lampersheim dans le Bas-Rhin. Il est allé au Mexique avec une machine à faire de la glace. Alors, au Mexique, apparemment, bon, c'est un échec. Sa machine à glace, il l'a transportée du Mexique aux États-Unis dans une charrette tirée par des ânes, et il s'est installé au Texas et puis en Louisiane. Alors, plus exactement, il s'est installé à San Antonio, puis à Waco, au Texas, où Charles-Édouard l'a rejoint. Alors on ne sait pas ni le pourquoi du comment, mais Charles-Édouard a fabriqué des machines à faire la glace avec André Bull. Ça on le sait depuis quelques années, parce que grâce à la magie d'Internet, l'arrière-petit-fils d'André Bull est venu en France. Je l'ai accueilli à la gare de Chaumont, il a dormi à la maison. Voilà. Et il a rencontré des descendants de Fixari à Lifol. Voilà, on passe à la suite. Alors Fixari au Texas, bon le Texas, il faut s'imaginer que c'est grand comme la France, hein, même plus. Donc Fixari s'est installé au Texas, il a vécu avec André Bull au sein de sa famille. Ils ont fabriqué une machine en commun, et ensuite Fixari a voulu voler de ses propres ailes. Suivante. Alors, il a travaillé pour Jefferson Davis, le président des États confédérés. Alors, bon, Jefferson Davis est un peu victime du politiquement correct et du wokisme aux États-Unis en ce moment, puisqu'on déboulonne ses statuts. Hein. Voilà, bon, c'est un grand propriétaire esclavagiste. Alors, l'esclavagisme, pas très bien vu en ce moment, évidemment. À l'époque, bon, Fixari a travaillé pour lui, parce qu'en fait, il était un grand propriétaire terrien. Il avait beaucoup de bovins et il possédait des entrepôts frigorifiques. Donc, il lui fallait évidemment des machines pour conserver la viande de ces bestioles. Alors, Fixari a travaillé pour Jefferson Davis. Son travail n'a pas été apprécié apparemment par Jefferson Davis. Jefferson Davis disait de lui, Fixari fait de grandes promesses, mais sa machine à faire le froid n'avance pas. Donc, sur ces entrefaites, Fixari file un petit peu à l'anglaise en France. Il retourne en France en 1874. Alors, petite parenthèse, il s'est marié aux États-Unis et il a eu 2 enfants aux États-Unis. Suivante. Et il commence à voler de ses propres ailes. Quand il arrive en France, il dépose 6 brevets à l'INPI, enfin ce qui était l'équivalent aujourd'hui de l'INPI, hein, l'Institut national de la production de la propriété industrielle, pardon. Et c'est là qu'il fabrique ses compresseurs. Entre 1876 et 1888. Alors, on a à droite le fameux compresseur vertical Fixari, qui était une norme, une référence dans toute l'industrie française à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Hein, parce que l'âge d'or des machines Fixari, c'est de 1880 à 1920. À partir de 1920, il y a des procédés un peu plus efficaces qui ont été trouvés, des procédés notamment de refroidissement à partir de gaz carbonique. Voilà. Alors, on trouve notre compresseur qui est à droite. Voilà. On retrouve notre liquéfacteur qui est encore plus à droite. Et ensuite, le liquide était envoyé sur le détendeur qui est à votre gauche, au-dessus du bac réfrigérant. Voilà. Détendeur, comme une bouteille de gaz hein, qui détend le gaz. Voilà. Suivante. Alors, le compresseur horizontal Fixari était plus efficace que le compresseur vertical, parce qu'en fait, le piston était dans l'axe du volant. Hein, le volant à droite sur lequel était greffée la machine à vapeur. Bon. Dans certaines brasseries, il y avait un volant de 6 mètres de haut. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Hein. Un volant qui tourne à plusieurs centaines de tours minute, de 6 mètres de haut en fonte, ça développait une puissance assez considérable. Alors, compresseur Fixari, horizontal. Alors, les compresseurs Fixari, pour fixer un ordre de prix, c'est entre 7 000 francs et 125 000 francs de l'époque. Ça représentait quand même une grosse somme. Quand une industrie s'en équipait, elle le faisait tourner à peu près 300 jours par an, jour et nuit. Donc c'était une machine qui était quand même assez efficace. Suivante. Alors les avantages spécifiques, je ne vous embête pas avec les aspects techniques. Le compresseur Fixari, 2 avantages, on peut accéder très facilement aux soupapes, et surtout Fixari, il a inventé une dérivation de gaz ammoniac qui allait vers le piston. Alors, je vous explique un petit peu. Dans un circuit fermé, le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle les espaces nuisibles, c'est les fuites. Hein, dès que vous avez une fuite sur un circuit fermé, toute la puissance descend en flèche. Bon. Fixari a réussi
à faire une dérivation de gaz carbonique vers le piston. Il a mis de l'huile autour du piston et il a fait refroidir donc l'huile qui était autour du piston, ce qui a rendu le piston parfaitement étanche et donc ces machines particulièrement efficaces. En plus, sous climat tempéré, elles pouvaient très bien fonctionner parce qu'il y a des machines Fixari qui ont été utilisées sous climat tropical. Alors il fallait des adaptations spéciales sous climat tropical. Voilà, suite. Alors, procédé auto-Fixari. Alors, je regarde l'heure. On a raconté, de manière un petit peu la légende pieuse, Fixari serait allé aux États-Unis, qu'il aurait rencontré un milliardaire qui s'appelait Otto, et que l'affaire se serait faite comme ça. En fait, le système qu'on appelle auto-Fixari, alors Fixari c'est la machine, et Otto c'est le moteur. C'est un moteur breveté allemand. Donc c'était pas très bien vu dans les années 1880 de dire qu'on avait acheté un brevet allemand. Hein, c'était quelques années après la défaite de 1870. L'Allemagne voulait nous infliger un sedan économique, en plus à l'époque. Donc, mais les Français ont racheté des brevets allemands de la machine auto, qui a été racheté en fait par Schneider, parce que Fixari travaillait la suite pour voilà, procéder à la suite, voilà, a travaillé pour une entreprise qui était une filiale de Schneider, le grand maître forge de l'époque. Suite. Voilà, l'atelier de montage des machines Fixari, c'était rue de la Convention, dans le 15e arrondissement à Paris, quand il y avait encore de l'industrie à l'intérieur de Paris. Suite. Alors les brevets, on va passer là-dessus, c'est un peu casse-pied. Voilà. Alors l'utilisation de la machine Fixari, la production de blocs de glace, alors pour tout ce qui est industrie et agroalimentaire, pour les cafés, bars, restaurants, le glaçon dans le pastis. Voilà. Suite. Voilà le système, des serpentins, de l'eau purifiée, des bacs à glaçons. Voilà, suite. On va passer les étapes pour fabriquer la bière. Voilà, suite. Voilà, top. Le compresseur Fixari dans une brasserie. Alors, la grande invention, c'était ce qu'on appelle le système Baudelot. Alors, Baudelot, Haraucourt, les Ardennes. Baudelot, c'est un ingénieur qui a mis au point un système de brassage et de fabrication de la bière à partir de procédés Fixari. Alors on voit la machine Fixari en haut, tout en haut au dernier étage. On voit les cuves dans lesquelles il y a des serpentins en cuivre qui font transiter le froid dans ces cuves, dans les cuves de fermentation, parce que la bière subissait une première cuisson, ensuite il fallait la refroidir, et ensuite elle était mise tout en bas dans les foudres, les tonneaux. Il fallait maintenir la cave à 1 ou 2 degrés. Alors selon le degré de la cave, on obtenait de la bière de garde, alors ça fallait garder les tonneaux entre 6 et 8 mois, ou de la bière, la petite bière, disons, là c'était quelques jours. Voilà. Donc une des utilisations privilégiées, je vous dis, l'industrie agroalimentaire, la brasserie. Suite. Voilà la salle des compresseurs dans la brasserie Karcher. Suite. Le volant, 6 mètres de hauteur. Vous imaginez quand même la puissance qu'il fallait développer pour tourner un volant comme ça. Suite. Alors la fabrication des carafes frappées. On aime bien boire de l'eau fraîche. Bon. Suite. Le fonçage des puits de mine. Alors ce qu'on appelle le fonçage des puits de mine, c'est le creusement des puits de mine. Alors là, pas cocorico, parce que c'est les Allemands qui l'ont inventé. Un certain Putsch, je ne sais pas comment ça se dit. Alors vous savez que quand on creuse dans le sol, il y a des fois des couches qui sont un petit peu marécageuses, qui sont remplies d'eau. Donc les types qui font le fonçage sont embêtés. Alors une des solutions, c'était justement de geler le terrain. Le terrain qui était tout mou, voilà, pour ensuite piocher, etc., enlever la partie dure, et puis ensuite faire ce qu'on appelle le cuvelage, c'est-à-dire le tour du puits. J'y arriverai. Voilà, ensuite. Alors, on va faire la suite, la couche géologique, c'est pas intéressant. Alors, notamment, les machines Fixari ont contribué à foncer le puits d'Auboué, 140 mètres de profondeur. C'était un exploit à l'époque. Alors, ils ont refroidi pendant 1 an et demi le sol et sont arrivés à creuser le sol à la vitesse de 1,50 m par jour. Voilà. Alors, c'était un petit exploit technique pour l'époque. Suite. Alors, production d'air froid pour les entrepôts frigorifiques. Alors là, vous avez la machine, alors c'est pas celle de Fixari, c'est la machine de Schröder. Bon, je la montre parce que c'est la première machine qui a été installée en France. Enfin, c'était pas la France à l'époque, c'était Mulhouse, l'Alsace annexée. Suite. Alors, le frigorifère Fixari, au lieu de geler de l'eau, il refroidit de l'air, mais c'est le même principe. Compression,
compression, liquéfacteur, détendeur, réfrigérant. Alors la machine Fixari, on va la voir dans un suite. Suite, c'est pas ça. Voilà, les abattoirs de Dijon et Chambéry. Alors vous avez le compresseur Fixari à gauche. L'air froid monte en fait, vous voyez, par les petites trappes qui sont en dessous, chasse l'air chaud qui est aspiré, qui repasse dans la machine, dans le réfrigérant, qui refroidit, et hop, en circuit fermé. Et puis le petit dé, si vous voyez tout en haut, il y a un petit dé qui sert à l'aération, en fait, de l'air vicié qui est rejeté dans l'atmosphère. Bon. La conservation des viandes, c'était quand même alors assez important à l'époque, je vous en parlerai tout à l'heure. Suite. Voilà, suite. Alors, conservation du beurre. Les installations pour les navires. Alors là aussi, bon, on dit toujours que Charles Tellier, c'est le père du froid dans le monde. En fait, Charles Tellier, le premier bateau qu'il a équipé, c'était un bateau anglais. Hein, c'était pas un bateau français. Bon. Pour chercher des viandes en Argentine. Alors là, je crois que c'était dans 1868-69. Il a cherché des viandes à La Plata, en Argentine. Alors, bon, les viandes étaient impeccablement conservées quand elles sont arrivées en Europe. Et Charles Tellier, après la guerre de 1870, équipe le premier navire frigorifique français, qui s'appelait justement le frigorifique. Bon. Et alors, Charles-Édouard Fixari, sa machine va équiper 4 bateaux frigorifiques en France, alors que l'Angleterre en possédait 300. Alors pourquoi la France en possédait-elle si peu? Suite. Alors ça c'est la machine type marine, parce que bon, sous climat tropical, la machine de Fixari doit subir des adaptations. Suite. Alors à cause de Jules Méline, pas Jules Ferry, Jules Méline, bon, protectionnisme, le lobby agrarien, on se protège des viandes étrangères, on ne veut pas acheter de viande à l'étranger. Donc 4 bateaux frigorifiques pour la France, mais 300 pour l'Angleterre, qui était une nation libre-échangiste depuis très longtemps, hein, qui avait obéi les actes de navigation en 1839 et les Cornlaws. Donc voilà le score, hein, 300 pour l'Angleterre, 4 pour la France. Mais tous les bateaux frigorifiques français équipés avec des machines Fixari. Fixari équipait aussi le transport de bananes, qui est le premier fruit consommé dans le monde. Ensuite. Alors, je suis désolé pour la transition. Les morgues. Alors, la morgue de Paris, ceux qui connaissent, si vous avez pris le métro, si vous avez traversé la Seine entre la gare d'Austerlitz et la gare de l'Est, vous êtes passé devant la morgue de Paris. La morgue de Paris a été équipée. Alors, il y avait trois concurrents. Il y avait Carré, Giffard et Fixari. Alors la machine de Carré a été adoptée, elle a tenu 4 ans, après elle s'est déréglée et la Morgue de Paris a adopté la machine de Fixari pour la conservation des corps. Bon, les corps pouvaient se conserver 8 mois en chambre froide et 6 à 8 semaines à la vue du public. Hein, parce que, non mais je suis voilà, désolé pour les détails, mais c'était un taux de reconnaissance, on est arrivé à augmenter le taux de reconnaissance des corps de 30%, on est arrivé à 66% de taux de reconnaissance des corps. Bon. La machine de Fixari, elle a permis à la médecine légale de faire des progrès comparables au progrès à l'ADN au XXe siècle. Voilà. Suite. Le patinage. Alors, quand il y avait encore des hivers, on pouvait faire du patin sur les lacs du bois de Boulogne. Oui, c'est ça, à Paris, bois de Boulogne. Mais Fixari a équipé aussi des patinoires. Alors, c'est un ancien cirque, rue Pergolèse. Il y a une personne de mon village qui a encore connu le Palais de Glace, rue Pergolèse, dans le 8e arrondissement. Alors, c'était un cirque qui a été converti en patinoire. Suite. Alors Fixari, il était mort, mais son procédé a été utilisé pour produire la glace de cette patinoire. 17 km de serpentin, 3 machines Fixari pour refroidir l'eau qui s'est transformée en glace. Et quand les machines de Fixari n'étaient plus utilisées, en fait, pour reproduire de la glace, elles produisaient la lumière, parce qu'il fallait éclairer le palais de glace évidemment. Donc ça tournait tout le temps. Voilà. Suite. Alors, en 1902, j'ai encore 3-4 minutes, la répartition des installations frigorifiques au tournant du siècle. Alors, on s'aperçoit que l'ammoniac, si vous regardez tout en haut, c'était le procédé le plus utilisé. L'industrie qui utilisait le plus le procédé de refroidissement industriel, c'était la brasserie. En France, dans les années 1900, il y avait à peu près 2500 brasseries et 300 brasseries qui étaient vraiment industrielles. Le reste, c'était des brasseries artisanales. Bon, la France a toujours été le pays de la PME, hein, jamais de la grande industrie. Suite. La répartition géographique. Alors, on voit bien sûr Paris, hein, en grand,
le tissu industriel parisien. On voit des départements comme les Bouches-du-Rhône, hein, Marseille, chambre frigorifique à Marseille. On voit des départements comme la Meurthe-et-Moselle, la Marne, alors liés à la production de champagne et de betterave. Le Nord, là c'était l'utilisation de la machine Fixari pour le fonçage des puits de mine. Suite. Alors, on va passer, on ne voit pas trop bien. Alors, sa machine est aussi équipée des installations en Angleterre. Première patinoire anglaise, c'est Fixari qui l'a équipée. Première patinoire en Belgique, à Bruxelles, c'est Fixari qui l'a équipée. Alors, dans nos colonies, évidemment, en Algérie, en Tunisie. Voilà, suite. La postérité de Fixari, bon, on a retrouvé son acte de décès en 1888. Alors, le pauvre Fixari est mort à Sainte-Anne, asile d'aliénés, sans argent, sans amis. Voilà. Il a eu une gloire posthume. Alors, il est mort en 1888 et en fait, ses inventions ont été récompensées en 1889 à l'exposition universelle et en 1900 aussi à l'exposition universelle de Paris. Donc, il a une gloire entièrement posthume. Il n'a pas du tout profité des royalties de ses brevets. Le pauvre Fixari. Ce qui a créé aussi un peu le gommage de sa mémoire, parce que comme il est mort dans un asile de fous, c'était un petit peu très très mal vu. Et en 1902, la commune de Liffol a inauguré une place au nom de Fixari. Il ne pouvait pas faire autrement, hein, c'était quand même l'enfant du pays. Après ses succès à l'exposition universelle de 1900, suite. Et puis, alors la place Édouard Fixari, qui existe toujours, bien entendu, suite. Et puis le collège de Liffol en 1994 s'est appelé collège Fixari. Voilà, suite. Et puis je voulais terminer avec Jean-François Pernot-Fixari, qui est présent dans cette salle, qui est un collatéral de Charles-Édouard Fixari, et qui a retrouvé il y a quelques années André Mull, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils, James Mull, pardon, qui se trouve à gauche. C'est un Texan, c'est un Américain, qui parle avec l'accent texan, on comprend rien du tout. Surtout que moi, j'ai jamais étudié l'anglais, alors c'est terrible. Bon. James Mull, pardon, c'est l'arrière-petit-fils d'André Mull, avec qui Charles-Édouard Fixari a fait ses premières armes aux États-Unis, et puis se sont retrouvés à Liffol il y a quelques années. Bon. Voilà, et Jean-François était particulièrement ému, ça se voit quand même sur la photo. Voilà, merci de votre attention.